Pour menacer, encore faut-il disposer des moyens nécessaires pour mettre ces menaces à exécution. C'est la première chose. La seconde, c'est qu'il faut être prêt à utiliser ces moyens. Ces responsables européens disposent-ils de tels moyens? Je l'ignore. Si le potentiel des pays qui les soutiennent se limite à 1 million ou 1,3 million soldats et qu'ils appellent à poursuivre la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, alors il est légitime de se poser des questions. Sont-ils sincères? Alors que l'Occident peine à masquer les failles de sa stratégie en Ukraine, Vladimir Poutine prend la parole en ce 21 avril 2025 avec une clarté déconcertante. Face aux provocations, aux menaces déguisées et à l'hypocrisie diplomatique de Bruxelles et de Washington, le président russe renverse la table. Il expose les contradictions, démasque les jeux de pouvoir et interroge la morale de ceux qui prétendent défendre la paix tout en armant la guerre. Trêve pascale bafouée, infrastructures civiles militarisées, diplomatie occidentale à géométrie variable. Et si, cette fois, les questions posées par le Kremlin forçaient enfin l'Occident à regarder la réalité en face? Voici ce que Poutine a déclaré. Écoutez, analysez et jugez par vous-même. Vladimir Vladimirovitch, la trêve de Pâques est-elle arrivée à son terme? Quelle évaluation en feriez-vous? Et quelle est la situation actuelle? Les hostilités ont-elles repris à l'issue de cette trêve? Oui, les hostilités ont repris. Nous l'avions d'ailleurs annoncé dès le départ, au moment même où nous avions déclaré cette trêve. Nous considérons toujours de manière favorable toute initiative de cessez-le-feu, c'est pourquoi nous avons proposé celle-ci. D'autant plus qu'il s'agissait des jours lumineux de Pâques. C'est une fête sacrée pour tous les chrétiens. Et cette année, les dates coïncidaient, aussi bien pour les catholiques, les protestants que pour les chrétiens orthodoxes. Nous avons toujours affirmé que nous accueillons positivement toute initiative de paix. Nous espérions que les représentants du régime de Kiev adopteraient la même attitude. Bien que nous ayons vu leur réaction initiale, je pense que tout le monde l'a remarqué. Une déclaration a été publiée dans laquelle notre proposition était interprétée comme une manœuvre cynique, une sorte de jeu sur les destins et les vies humaines. Mais il semble que certains, sans doute plus lucides, très probablement leurs mentors étrangers, leur aient soufflé que rejeter une telle initiative serait une position perdante pour le régime de Kiev. Ils se sont donc rapidement ravisés et ont accepté. Actuellement, nous constatons que ce régime tente de reprendre l'initiative et de réclamer un élargissement des modalités de la trêve, tant sur la durée que sur les cibles visées. Mais nous devons, de notre côté, prendre le temps de réfléchir et d'évaluer attentivement les résultats. Comme je l'avais indiqué dès le départ, lors de ma rencontre avec le chef d'état-major général, nous allions observer attentivement ce que cette expérience de trêve pascale allait nous apprendre. Que nous montre-t-elle? Globalement, nous constatons une baisse de l'activité militaire de l'ennemi. C'est un fait. C'est également le constat des commandants de nos différents groupements. Toutefois, on a recensé près de 5000 violations, précisément 4900. Cela comprend 6 attaques, 90 tentatives de frappe par drones aériens, et il me semble environ 4 sentiers d'artillerie. Malgré tout, une réduction de l'intensité a bien été observée. Nous l'accueillons favorablement, et nous sommes prêts à en tirer les leçons pour l'avenir. Concernant la proposition de ne pas viser les infrastructures civiles, il faut là aussi examiner les choses avec discernement. Par exemple, tout le monde a entendu parler du tir de nos forces armées sur le centre de congrès, il me semble, de l'université de Soumy. S'agit-il d'un site civil ou non? Il s'agit d'un site civil. Mais ce jour-là, une cérémonie de remise de décoration s'y tenait, récompensant ceux qui avaient commis des crimes dans la région de Koursk, des membres des forces armées ukrainiennes, ainsi que des nationalistes. Ce sont des individus que nous considérons comme criminels et qui doivent être justement punis pour leurs actes dans les zones frontalières, notamment à Koursk. Ils ont reçu cette juste punition. Était-ce un site civil? Oui, mais le régime y menait des activités militaires. Autre exemple, tout récemment, il y a quelques jours, une frappe a été menée par nos forces armées dans la région d'Odessa. Il s'agissait d'un petit village, situé à environ 82 km d'Odessa. Et quelle était la cible? Des hangars appartenant à une exploitation agricole.
Mais là, les autorités de Kiev, avec l'aide de leurs superviseurs et assistants étrangers, avaient organisé ou tenté d'organiser non seulement la production, mais aussi les essais d'un nouveau système de missiles. C'est pourquoi cette cible a été frappée. Était-ce un site civil? Oui, mais il était utilisé à des fins militaires. Autre situation, certains individus, coupables de crimes graves, se réunissent dans un restaurant. Cela s'est vu aussi. Ces lieux accueillent des rencontres, des réunions, parfois même des célébrations où l'on boit de la vodka, etc. L'un de ces établissements a également été frappé. Était-ce un site civil? Oui, mais l'objectif, lui, était militaire. Tout cela mérite d'être examiné minutieusement. Peut-être dans le cadre d'un dialogue bilatéral. Nous n'écartons pas cette possibilité. Nous allons donc analyser ces éléments et prendre, à l'avenir, les décisions qui s'imposent. Une triste nouvelle nous parvient du Vatican. Le pape est décédé. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Vous vous respectiez mutuellement. Il a lancé de nombreuses initiatives. Vous avez déjà envoyé un télégramme de condoléances. Mais pourriez-vous, à nouveau, dire quelques mots sur lui, sur sa personne, sur le pontife? Vous avez raison, c'était un homme qui éprouvait un profond respect pour la Russie. Je peux l'affirmer avec certitude. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois en personne et avons entretenu des relations à travers différents canaux. C'était, je le répète, un homme qui nourrissait des sentiments très positifs envers la Russie. Nous nous en souviendrons. Le fait qu'il soit décédé précisément pendant les jours de Pâques. Je ne sais pas comment cela est perçu chez les catholiques, mais chez les orthodoxes, il existe une tradition, ou plutôt une croyance. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un à lui pendant les fêtes pascales, c'est un signe particulier, signifiant que cette personne n'a pas vécu en vain, qu'elle a accompli beaucoup de bien, et que Dieu l'accueille auprès de lui en ces jours saints. Je crois que tel est le cas ici. Le pape a beaucoup œuvré, non seulement pour sa communauté de fidèles, mais aussi pour le monde entier. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à l'ensemble du monde chrétien, et en premier lieu, bien entendu, aux catholiques. Vladimir Vladimirovitch, que pensez-vous du fait que certains responsables européens menacent désormais leurs propres dirigeants à propos d'éventuelles visites à Moscou le 9 mai? Pour menacer, encore faut-il disposer des moyens nécessaires pour mettre ces menaces à exécution. C'est la première chose. La seconde, c'est qu'il faut être prêt à utiliser ces moyens. Ces responsables européens disposent-ils de tels moyens? Je l'ignore. Si le potentiel des pays qui les soutiennent se limite à 1 million ou 1,3 million soldats et qu'ils appellent à poursuivre la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, alors il est légitime de se poser des questions. Sont-ils sincères? Sont-ils encore dans leur bon sens lorsqu'ils formulent de telles propositions? Mais je pense que ceux qui envisagent de venir en Russie ont bien plus de courage que ceux qui se cachent derrière d'autres et cherchent à proférer des menaces. Notamment envers ceux qui souhaitent rendre hommage aux mérites historiques de ceux qui ont sacrifié leur vie dans la lutte contre le nazisme. Lors de ses propos tenus le 21 avril 2025, Vladimir Poutine ne s'est pas contenté de relater des faits militaires ou de justifier des actions sur le front ukrainien. Il a livré une lecture stratégique plus vaste, une tentative de repositionnement dans le débat mondial sur la guerre, la légitimité et les rapports de puissance. Derrière ces mots, une critique frontale de l'ordre international dominé par les puissances occidentales, auquel il demande implicitement de faire un examen de conscience. La première leçon que l'on peut tirer de ces déclarations, c'est la manière dont il bouscule la notion de guerre, légitime ou juste. En ciblant ce qu'il qualifie de centres d'opération dissimulés au sein de structures dites civiles, il met en cause l'ambiguïté du champ de bataille moderne. Selon lui, ses adversaires exploitent justement cette ambiguïté. Ils transforment des lieux apparemment neutres en points d'appui militaire tout en se protégeant derrière le droit humanitaire. Il accuse ainsi l'Occident d'appliquer des grilles de lecture sélectives, de juger la Russie selon des principes qu'il n'applique pas à ses propres alliés. Cela soulève une interrogation plus large sur les règles de la guerre contemporaine. Dans une guerre hybride, où commence vraiment la responsabilité militaire? Et peut-on encore tracer une frontière nette entre le civil et le combattant? Ensuite, Poutine envoie un message subtil mais ferme sur la diplomatie. Il affirme que la Russie n'a jamais rejeté par principe les ouvertures de dialogue, même en provenance de ceux qu'elle considère comme des adversaires. Mais cette posture n'est pas synonyme de soumission ou de compromis à tout prix. Il s'agit plutôt d'un rappel à la vigilance. Tout processus de paix, selon lui, doit être évalué non à l'aune des belles intentions affichées, mais des résultats observables sur le terrain.
Ce pragmatisme traduit une vision de la diplomatie comme outil stratégique au service des intérêts nationaux, et non comme finalité morale. Le point sans doute le plus dérangeant pour l'Occident est sa mise en accusation directe de ces contradictions. D'un côté, certains gouvernements condamnent l'usage de la force armée, mais de l'autre, ils continuent de financer, d'armer et de conseiller des régimes engagés dans un conflit qu'ils prétendent vouloir désamorcer. Poutine met en relief cette incohérence et interpelle indirectement les opinions publiques occidentales. Peut-on se présenter comme défenseur de la paix tout en étant l'un des moteurs logistiques de la guerre? Au fond, ce discours n'a pas pour but de susciter l'approbation à tout prix. Il cherche plutôt à repositionner la Russie comme un acteur incontournable qui défie la lecture dominante des événements. Dans un monde où l'influence ne passe plus uniquement par la puissance militaire, mais aussi par la maîtrise du récit, Poutine s'efforce de construire une alternative au discours occidental. Il entend démontrer que la Russie n'agit pas dans un vide moral ou stratégique, mais selon une logique, un calcul, une doctrine que l'on peut contester, mais pas ignorer. Dès lors, plusieurs questions demeurent ouvertes. Dans des conflits où la guerre ne respecte plus les anciens repères, peut-on encore parler de règles claires et de lignes rouges? Et à mesure que les puissances occidentales perdent leur autorité morale sur la scène mondiale, comment peuvent-elles justifier leurs interventions futures sans tomber dans l'arbitraire ou le deux poids, deux mesures? Et vous, chers abonnés, quel regard portez-vous sur cette évolution du discours géopolitique mondial? Est-il encore possible de distinguer les actions de guerre des manipulations politiques? Vos analyses sont précieuses, partagez-les en commentaire, et merci pour votre engagement et vos perspectives toujours éclairantes.